Le procès de Cédric Jubillard s'est ouvert le 22 septembre 2025 devant la cour d'assises du Tarn, à Albi, dans une atmosphère lourde et solennelle. 4 années après la disparition de Delphine Jubillard, l'infirmière de 33 ans dont le corps n'a jamais été retrouvé, son mari comparaît pour meurtre. Très attendu par l'opinion publique, ce procès promet de lever le voile sur une affaire devenue emblématique des drames familiaux en France. Dès la première journée d'audience, un détail glaçant a retenu l'attention. Les confidences de l'accusé concernant son fils aîné, Louis. Lorsque Cédric Jubillard apparaît pour la première fois dans le box, les observateurs sont frappés par son allure. Le crâne entièrement rasé, vêtu d'un simple survêtement, le peintre plaquiste de 37 ans affiche un visage amaigri, presque fermé, comme s'il voulait se protéger du regard de la salle. Pourtant, un tatouage attire l'attention. Sur son cou, en lettres visibles, figure le prénom Louis. Une inscription à la fois intime et paradoxale quand on songe aux révélations qui vont suivre au cours de l'audience. L'avocat général ne tarde pas à interroger l'accusé sur sa relation avec ses enfants. Louis avait 6 ans lorsque sa mère a disparu et sa petite sœur Elia seulement 18 mois. Depuis l'incarcération de leur père en juin 2021, les 2 enfants vivent chez leur tante et leur oncle protégés de la pression médiatique. Mais la douleur n'a jamais cessé. Louis, aujourd'hui âgé de 11 ans, est convaincu que son père a fait disparaître sa mère. Face au jury, les experts défilent pour dresser le portrait de Cédric Jubillard. On évoque une enfance marquée par des placements en famille d'accueil, des traumatismes répétés et une consommation régulière de cannabis. L'enquêtrice en charge de son passé parle de maltraitances subies dans son entourage proche. L'avocat général se saisit de ces éléments pour confronter l'accusé. « Vous dites avoir été maltraité. Louis aussi a été maltraité, n'est-ce pas ?» Le silence dans la salle devient pesant. Et alors que chacun attend une dénégation, Cédric Jubillard lâche une phrase qui glace les observateurs. « Pas comme moi, mais oui ». L'homme reconnaît ainsi avoir reproduit le schéma qu'il avait lui-même subi enfant. À la barre, il admet avoir giflé son fils, lui avoir infligé des fessées, parfois des humiliations. Il tente d'expliquer son comportement par un cycle de violence enraciné dans son histoire personnelle, parce que j'ai reproduit le schéma que j'ai vécu. Cet aveu résonne comme un coup de tonnerre. Comment un père, qui affiche fièrement le prénom de son enfant tatoué sur la peau, peut-il dans le même temps reconnaître l'avoir maltraité ? Pour les jurés comme pour les proches de Delphine, l'image est insoutenable. D'autant que le petit Louis a confié à l'administratrice représentant ses intérêts qu'il attend de son père qu'il dise où est le corps de sa maman. L'enfant veut une vérité pour pouvoir faire son deuil. Les avocats de la partie civile insistent. Ces violences domestiques, même si elles sont qualifiées de modérées par l'accusé, traduisent une incapacité à contenir sa colère. C'est la répétition d'un cycle de brutalité qui, dans ce dossier, prend une dimension tragique, explique l'un d'eux. Le public, lui, retient surtout l'image de ce père incapable de protéger son fils, alors même qu'il affirme l'aimer. Depuis plus de 4 ans, Louis et Elia tentent de reconstruire leur quotidien. Protégés par leur famille d'accueil, ils vont à l'école, réussissent leur classe, mais vivent avec ce traumatisme permanent. L'absence inexpliquée de leur mère et la suspicion qui pèse sur leur père. Ils vont relativement bien, ils sont entourés et protégés, affirme leur administratrice. Mais Louis est convaincu que sa mère est morte, et Elia commence à poser des questions. Ce premier aveu, arraché à Cédric Jubillard, ouvre le procès sur une note glaçante. Derrière le mystère de la disparition de Delphine, c'est aussi l'histoire de 2 enfants confrontés à la vérité insupportable que leur père, loin de les avoir protégés, aurait contribué à détruire leur équilibre. Dans la salle d'audience, on comprend que ce procès ne se résumera pas à une enquête criminelle. Il sera également le miroir d'une tragédie familiale où l'innocence des enfants se heurte à l'héritage douloureux des parents. Au 2e jour du procès de Cédric Jubillard, les débats se sont concentrés sur son passé. Pour comprendre l'homme qu'il est devenu, la cour d'assises du Tarn a jugé nécessaire de revenir sur les blessures d'enfance, les failles d'un parcours chaotique qui semble avoir façonné sa personnalité. Car avant d'être un père accusé d'avoir maltraité son fils et soupçonné d'avoir tué son épouse, Cédric fut un enfant lui-même malmené par la vie. Les enquêteurs ont dressé un portrait sombre. À plusieurs reprises, le futur peintre plaquiste a été retiré à sa famille et placé en foyer ou en famille d'accueil. Les dossiers sociaux consultés par les experts décrivent un adolescent en colère, instable, souvent en conflit avec son entourage. L'enquêtrice chargée de reconstituer son histoire parle d'un enfant cabossé, exposé trop tôt à la violence et à l'absence de repères solides. Très jeune, Cédric découvre le cannabis.
Il en consomme quotidiennement, un moyen pour lui d'échapper à la douleur, mais aussi une habitude qui entame progressivement sa capacité à gérer ses émotions. Les psychologues entendus à l'audience expliquent que cette consommation prolongée a pu altérer son jugement et accroître ses tendances impulsives. Le cannabis est parfois vécu comme un refuge, mais il favorise aussi des réactions disproportionnées dans les situations de stress, a souligné l'un d'eux. Ces blessures d'enfance ne sont pas qu'un simple arrière-plan. Elles deviennent un argument central dans la défense de l'accusé. Selon ses avocats, Cédric Jubillard n'a jamais appris à gérer ses frustrations autrement que par la violence. Il a reproduit le schéma, martèle-t-il, en écho aux aveux du premier jour sur les gifles et les humiliations infligées à son fils Louis. Pourtant, cette justification ne convainc pas tout le monde. Pour la partie civile, il ne s'agit pas d'une explication mais d'une aggravation. Un homme conscient d'avoir souffert aurait dû tout faire pour ne pas infliger la même douleur à ses enfants. À la barre, l'accusé paraît nerveux, parfois dans le déni, parfois dans la confession. Lorsqu'on lui demande de préciser les violences infligées à Louis, il tente de minimiser. Ce n'était que des gifles, des corrections comme j'en ai reçu. Mais le ton de l'avocat général se durcit. Ce que vous appelez des corrections, ce sont des humiliations. Vous saviez ce que cela faisait puisque vous l'avez vécu. Dans la salle, un silence pesant s'installe à nouveau. Ce retour sur le passé de Cédric met en lumière un engrenage. Le cycle de violence, décrit par les experts, est une réalité bien connue en psychologie. Un enfant maltraité a plus de risques de reproduire, à l'âge adulte, les comportements qu'il a subis. Mais dans le cas présent, ce schéma a des conséquences dramatiques puisqu'il se superpose à une affaire criminelle où la disparition de Delphine reste inexpliquée. Les jurés découvrent aussi l'incapacité de l'accusé à se projeter dans son rôle de père. S'il affirme aimer ses enfants, ses actes contredisent ses paroles. Le tatouage « Louis » gravé sur sa peau est brandi comme une preuve d'attachement. Mais à quoi bon graver un prénom à l'encre indélébile si dans la vie quotidienne on inflige coups et humiliations? Cette contradiction alimente les débats et trouble ceux qui l'observent. Du côté de la défense, on insiste sur les circonstances. Oui, Cédric Jubillard a frappé son fils, mais sans intention de nuire profondément, avant-dit ses avocats. Non, il n'était pas un monstre, mais un homme perdu, reproduisant sans recul ce qu'il avait subi. C'est un homme brisé avant d'être un accusé, plaide l'un d'eux. Mais cette plaidoirie ne parvient pas à effacer l'image des enfants orphelins de leur mère et privés de leur père. Pour Louis et Elia, l'histoire de leur père est devenue un poids à porter. En découvrant que celui qui devait les protéger a pu leur transmettre sa propre violence, ils héritent malgré eux d'un traumatisme qui dépasse la disparition de leur mère. L'administratrice judiciaire, chargée de représenter leurs intérêts, alerte sur ce risque de reproduction. Il faut tout faire pour que le cycle s'arrête ici. Ces enfants doivent grandir dans un cadre aimant, protégé, et comprendre qu'ils ne sont pas condamnés à répéter le passé. À ce stade du procès, une question plane. Ces violences paternelles sont-elles le signe d'une brutalité plus profonde, celle qui aurait pu s'exercer aussi sur Delphine? La Cour n'en est qu'au début de son travail, mais déjà, les jurés mesurent combien l'histoire personnelle de l'accusé se mêle intimement à l'affaire criminelle. L'enfant brisé qu'était Cédric Jubillard est devenu un adulte au comportement violent. Reste à savoir si cette violence a franchi le pas de l'irréparable, celui de l'homicide conjugal. Si le procès de Cédric Jubillard se concentre sur sa personnalité et sur les faits entourant la disparition de Delphine, il ne peut ignorer la douleur des deux principaux témoins absents de la salle d'audience, ses enfants Louis et Elia. Trop jeunes pour être présents, ils sont pourtant au cœur de cette affaire. Leur existence, leur souffrance et leurs paroles rapportées par des intermédiaires pèsent lourd dans le récit que la justice tente de reconstruire. Depuis juin 2021, date de l'incarcération de leur père, les deux enfants vivent chez leur tante et leur oncle, une famille qui a su leur offrir un cadre stable loin de l'agitation médiatique et du poids d'un nom devenu tristement célèbre. Mais si leur quotidien a retrouvé une forme de normalité, école, devoirs, moments de jeu, leur intimité reste marquée par un traumatisme profond. L'absence inexpliquée de leur mère et la conviction que leur père détient la clé de cette disparition. Louis, aujourd'hui âgé de 11 ans, est particulièrement lucide. Selon l'administratrice judiciaire qui défend ses intérêts, il est convaincu que son père est coupable. Il attend de lui qu'il dise où était le corps, confie-t-elle à la barre. Ce besoin d'obtenir des réponses n'est pas seulement une question de justice. Pour l'enfant, c'est une nécessité vitale afin de faire son deuil et d'apaiser ses nuits. Qu'on puisse retrouver sa maman, répète-t-il, avec l'insistance d'un enfant contraint de grandir trop vite. Sa petite sœur, Elia, n'a que 6 ans. Elle était un bébé lorsque Delphine a disparu. Aujourd'hui, elle pose des questions hésitantes, naïves, qui brisent le cœur de son entourage. Elle veut comprendre pourquoi son papa n'est plus là, pourquoi sa maman ne revient pas. Elle ne formule pas encore d'accusation, mais son innocence laisse entrevoir l'inévitable.
Tôt ou tard, elle aussi demandera des comptes. Pour la famille d'accueil, la mission est délicate. Protéger ses enfants du tumulte judiciaire tout en répondant à leurs interrogations. Ils vont relativement bien, assure l'administratrice. Ils sont de bons élèves, ils rient, ils jouent, mais ce sont des enfants qui portent un poids immense. Leur silence apparent n'est qu'une façade. Derrière, il y a une douleur sourde qui les accompagne au quotidien. Le procès met en lumière la contradiction entre les paroles et les actes de Cédric Jubillard. Il affirme aimer ses enfants, il arbore le prénom de son fils tatoué sur la peau, et pourtant, il reconnaît l'avoir maltraité. Face au jury, l'image du père protecteur s'effrite. Comment croire à l'amour paternel lorsque l'enfant lui-même témoigne, à travers ses confidences, de la peur et de la méfiance qu'il ressent envers son père? Ce paradoxe alimente les débats. Pour la défense, le lien père-enfant est encore possible, et Cédric espère pouvoir un jour renouer. Pour la partie civile, en revanche, l'attitude de Louis est révélatrice. L'enfant réclame une vérité que son père refuse de livrer. Ce silence est une torture, martèle l'un des avocats. En refusant de dire où est le corps de Delphine, il condamne ses enfants à vivre dans le doute et dans l'absence. Dans la salle, les experts en psychologie rappellent l'impact irréversible d'une telle situation. Grandir avec la conviction que son père est responsable de la mort de sa mère constitue un traumatisme majeur qui façonne durablement l'identité et la capacité à se construire. Pour Louis et Elia, l'avenir est donc suspendu à une vérité qui ne vient pas. Au-delà de la sphère intime, cette affaire interroge aussi la société. Que faire de ces enfants victimes collatérales d'un drame conjugal? Comment les protéger du poids des médias, des rumeurs, des regards? La justice tente de leur ménager un espace, mais les révélations du procès s'infiltrent, malgré tout, dans leur quotidien. Celui du silence des enfants rappelle avec force que l'affaire Jubillard n'est pas seulement un dossier criminel. Elle est aussi une histoire de filiation brisée où deux vies innocentes se retrouvent prisonnières d'un conflit d'adultes. Tandis que la cour cherche à établir la vérité sur la disparition de Delphine, Louis et Elia attendent, eux, une autre vérité. Celle qui leur permettra de retrouver une mère ou, à défaut, un lieu de mémoire pour lui dire adieu. Le silence de Cédric Jubillard sur ce point devient dès lors une condamnation supplémentaire. Car tant qu'il ne parlera pas, ses enfants resteront enfermés dans une attente impossible, condamnés à chercher dans leurs souvenirs et leurs rêves une réponse que seul leur père peut donner. Et à mesure que le procès avance, cette attente devient insoutenable. Le 4e jour du procès de Cédric Jubillard s'ouvre dans une atmosphère tendue. Dans la salle d'audience de la cour d'assises du Tarn, chaque mot, chaque silence, chaque geste de l'accusé est scruté avec minutie. Depuis l'ouverture des débats, une question obsède les jurés. Cédric est-il seulement un homme brisé par son passé et par ses erreurs de père, ou bien est-il aussi l'auteur du crime qui prive Louis et Elia de leur mère? Les témoignages se succèdent et dressent un portrait complexe. Les experts psychiatres insistent sur une personnalité fragile, imprévisible, marquée par l'instabilité émotionnelle et une difficulté à gérer la frustration. Ils évoquent un homme immature, souvent incapable de maîtriser ses colères, mais qui cherche parfois à attendrir en se posant en victime de son histoire personnelle. Une dualité qui brouille la perception. Est-il manipulateur ou simplement incapable de se protéger de ses propres démons? À la barre, les proches de Delphine Jubillard rappellent la vie de couple tourmenté. Selon eux, les disputes étaient fréquentes, amplifiées par la jalousie et les soupçons. Delphine aurait envisagé de quitter Cédric, un projet qui, selon l'accusation, aurait pu constituer l'élément déclencheur du drame. Plusieurs témoins rapportent que l'infirmière s'était confiée à ses amis sur son désir de tourner la page et de reconstruire sa vie ailleurs. Dans la logique des enquêteurs, ce projet aurait été insupportable pour Cédric, le poussant dans une spirale incontrôlable. Mais la défense contre-attaque. Elle insiste sur l'absence de preuves matérielles. Le corps de Delphine n'a jamais été retrouvé. Aucune arme du crime n'a été identifiée. Les avocats de Cédric martèlent que l'accusation repose sur un faisceau d'indices, mais que la justice doit se fonder sur des certitudes. On ne peut pas condamner un homme sur des suppositions, plaide l'un d'eux. Ils pointent aussi les incohérences dans l'enquête, les pistes alternatives qui n'ont pas été explorées avec assez de rigueur, notamment celles liées à des rôdeurs signalés dans le voisinage. La confrontation entre l'accusation et la défense devient particulièrement vive lorsqu'il est question de la nuit du 15 au 16 décembre 2020, date de la disparition de Delphine. Cédric soutient qu'il dormait, qu'il n'a rien entendu. Pourtant, des voisins affirment avoir perçu des cris cette nuit-là. Le contraste entre les témoignages alimente le doute, mais laisse aussi planer une zone d'ombre qui fragilise la version de l'accusé. L'avocat général, dans un moment fort du procès, insiste sur le motif. Delphine voulait partir. Vous ne pouviez pas l'accepter. Vous avez agi dans un mélange de colère et de désespoir. Cédric réagit avec véhémence, secoue la tête, proteste. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais touché à ma femme, répète-t-il. Mais son ton,
parfois agressif, parfois implorant, brouille son image. Les jurés, eux, restent impassibles. Leur rôle n'est pas de se laisser emporter par l'émotion, mais de démêler l'écheveau de vérités partielles et de mensonges supposés. Pourtant, il est difficile d'ignorer les contradictions. Un homme qui admet avoir maltraité son fils, qui reconnaît reproduire un cycle de violence, peut-il être crédible lorsqu'il nie toute brutalité envers sa compagne ? À mesure que les jours passent, le procès se transforme en un véritable champ de bataille judiciaire. Les avocats de la défense tentent de dessiner l'image d'un père faillible, mais pas d'un meurtrier. L'accusation, elle, veut démontrer que derrière les violences familiales se cachait une violence plus radicale, celle qui aurait coûté la vie à Delphine. L'opinion publique, massée à l'extérieur du palais de justice, attend des réponses. Depuis 4 ans, la disparition de Delphine a suscité fascination et indignation. Beaucoup voient en ce procès l'ultime chance d'obtenir la vérité. Mais à l'intérieur, la justice avance prudemment, consciente qu'une condamnation sans preuve tangible pourrait un jour être contestée. Du procès révèle donc toute sa complexité. Un homme accusé mais sans aveu, des enfants en attente d'une vérité et une épouse disparue dont le corps demeure introuvable. Les zones d'ombre persistent et chaque audience semble soulever autant de questions qu'elle n'apporte de réponses. La tension atteint son paroxysme à l'approche des plaidoiries du final. Chacun pressent que la décision des jurés reposera moins sur une preuve accablante que sur l'intime conviction forgée par l'ensemble des témoignages, des aveux partiels et des silences lourds. Et dans cette équation dramatique, une donnée ne cesse de hanter l'esprit des juges comme du public. Où est Delphine ? Alors que le procès de Cédric Jubillard touche à sa fin, la salle d'audience d'Albi est suspendue à une question essentielle. Quelle sera la décision des jurés ? Depuis plusieurs jours, les témoignages, les expertises et les confrontations ont dressé le portrait d'un homme complexe, oscillant entre fragilité et brutalité, entre aveux partiels et dénégations farouches. Mais au-delà du sort de l'accusé, c'est l'avenir de 2 enfants, Louis et Elia, qui se joue dans le silence pesant du palais de justice. Le ministère public a requis une lourde peine, insistant sur le caractère irréversible de la disparition de Delphine. Pour l'avocat général, il ne fait aucun doute que Cédric Jubillard a agi dans un moment de colère, incapable d'accepter que sa femme envisage de refaire sa vie loin de lui. Les violences passées, reconnues par l'accusé lui-même, sont pour l'accusation autant de signaux d'alarme qui démontrent une incapacité chronique à gérer ses frustrations. Un homme qui frappe son fils et humilie ses proches peut franchir un seuil plus dramatique encore, martèle-t-il dans son réquisitoire. La défense, de son côté, continue de plaider l'absence de preuves directes. Elle rappelle que Delphine n'a jamais été retrouvée, que le dossier repose sur des hypothèses et des indices, mais pas sur des certitudes matérielles. Pour ses avocats, condamner un homme dans ces conditions serait ouvrir la porte à une justice basée sur l'intuition et non sur les faits. Nous ne pouvons pas bâtir une condamnation sur le vide, insiste-t-il. Ce contraste entre les 2 thèses place les jurés face à un dilemme redoutable. D'un côté, l'intime conviction que tout accuse Cédric Jubillard, de l'autre, l'exigence d'une preuve irréfutable. Dans cette affaire, plus que dans d'autres, la décision finale reposera sur une appréciation globale des comportements, des contradictions et des silences. Pendant ce temps, en dehors de la salle d'audience, les regards se tournent vers Louis et Elia. Protégés par leur famille d'accueil, ils ne suivent pas directement les débats, mais chaque mot prononcé résonne dans leur vie future. Louis, qui a déjà exprimé sa conviction que son père est coupable, attend une réponse officielle de la justice, comme pour valider ce qu'il ressent au fond de lui. Elia, encore trop jeune pour comprendre tous les enjeux, vit dans l'ombre des interrogations. Pour eux, le verdict ne sera pas seulement une décision judiciaire, il représentera une étape décisive vers la possibilité d'un deuil. Les psychologues entendus au procès l'ont rappelé avec insistance, les enfants d'une victime et d'un accusé doivent être protégés à tout prix de la spirale de la haine et de la culpabilité. Leur avenir dépendra de la capacité de leur entourage à leur offrir un cadre aimant et stable. Mais comment effacer l'empreinte d'un drame qui a bouleversé leur enfance ? Comment grandir avec l'idée que leur père pourrait être responsable de la disparition de leur mère ? Le verdict, qu'il soit acquittement ou condamnation, ne fera pas disparaître ces questions. Dans le cas d'une condamnation, Louis et Elia devront apprendre à vivre avec l'idée que leur père est derrière les barreaux, coupable d'un crime irréparable. Dans le cas inverse, ils devront affronter une autre forme de douleur, celle d'un père innocenté, mais d'une mère toujours absente, avec un corps introuvable et des réponses manquantes. Dans tous les scénarios, leur vie restera marquée par un manque impossible à combler. Pour l'opinion publique, ce procès restera l'un des plus médiatisés de ces dernières années. Il concentre toutes les dimensions d'un drame moderne. Un couple brisé, des enfants sacrifiés, une enquête aux multiples zones d'ombre et une société en quête de vérité. Mais derrière les débats judiciaires, une vérité simple s'impose.
2 enfants attendent toujours de savoir ce qui est arrivé à leur mère. Au moment où les jurés se retirent pour délibérer, la salle retient son souffle. Chacun sait que la décision ne mettra pas fin à la douleur, mais qu'elle fixera une vérité judiciaire attendue depuis plus de 4 ans. Pour Louis et Elia, ce jugement constituera peut-être un point d'ancrage, une certitude dans un monde où tout a vacillé. Le procès Jubillard, au-delà de son issue, révèle une réalité tragique. La violence familiale ne détruit pas seulement des couples, elle brise des générations. Et si la justice parvient à clore ce chapitre judiciaire, le plus difficile restera pour les enfants. Reconstruire leur avenir sur les ruines d'une histoire que, malgré leur jeune âge, ils n'oublieront jamais. Le procès de Cédric Jubillard restera comme l'un des plus troublants de ces dernières années. Entre les aveux glaçants d'un père sur les violences infligées à son fils, le silence pesant autour de la disparition de Delphine et les contradictions d'un homme tiraillé entre déni et culpabilité, chaque journée d'audience a révélé un peu plus l'ampleur du drame familial. Mais au-delà du sort judiciaire de l'accusé, c'est le destin de 2 enfants, Louis et Elia, qui interroge et bouleverse. Leur avenir dépend désormais de la capacité de la justice à leur offrir une vérité et de la force de leur entourage à panser leurs blessures invisibles. Le verdict qu'ils condamnent ou qu'ils acquittent ne pourra jamais effacer l'absence de leur mère, mais il fixera une vérité judiciaire attendue depuis 4 longues années. Dans cette affaire, plus que jamais, la société mesure combien la violence intime peut détruire des vies et laisser derrière elle des cicatrices indélébiles.